Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Côté Sénat, on entend le son de l'hémicycle, ce qui veut dire que la séance ne va pas tarder à commencer. La séance était assez électrique côté Assemblée nationale. Est-ce qu'elle le sera à côté Sénat? J'ai l'impression que plus la fin de la session sénatoriale s'avance, plus Gérard Larcher a tendance à péter un câble et à partir en sucette. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? On ne sait pas. Là, actuellement, il y a une prédiction pour savoir est-ce qu'il va y avoir un dépassement du temps de parole aujourd'hui. C'est pas Gérard Larcher! Oh, remboursé! Vous voyez pas? Vous voyez pas? C'est pas Gérard Larcher. La séance est ouverte. C'est un des 8 vice-présidents du Sénat. Qui est ce monsieur? Je connais pas le bureau du Sénat. J'ai pas regardé combien de questions on avait aujourd'hui. Bah, il a sonné à la cloche, mais ça démarre pas. Et voyez, c'est ce que je vous disais Twitch. Regardez, il y a les radios réveil pour mesurer le temps de parole. Là, voilà, ici, vous voyez, ici, il y en a un. Par contre, ils sont pas foutus de faire la pendule que j'ai fait. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Oui, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous avons appris avec un immense soulagement la libération de nos deux compatriotes, je vous montre Cécile Collère et Jacques Paris, qui étaient retenus. La prédiction est toujours en cours pour Twitch. Et effectivement, on a appris hier soir la libération de Cécile Collère et Jacques Paris. Ça a été un immense soulagement. Eh bien, je ne sais pas qui est ce monsieur, puisque le Sénat ne prévient pas de qui c'est. Donc, je ne peux pas vous dire... Ils étaient retenus en Iran depuis mai 2022. C'est une première étape. Je vais essayer de me renseigner. Le dialogue et la diplomatie doivent se poursuivre afin de permettre leur retour à Paris. Nous avons appris avec beaucoup d'émotion qu'un automobiliste avait volontairement fauché plusieurs piétons et cyclistes ce matin sur l'île d'Oléron, faisant une dizaine de blessés, dont 2 sont dans un état grave. L'individu a pu être interpellé grâce à l'action rapide des forces de l'ordre. J'adresse, au nom du Sénat tout entier, et particulièrement de nos collègues sénateurs de la Charente-Maritime, Corinne Imbert, Daniel Laurent et Michael Vallée, ma solidarité et mes pensées aux blessés et à leurs familles. Oui, on a appris ça tout à l'heure, ouais. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Ah, c'est Pierre Ouzoulias. J'indique que le président du Sénat, assistant à des obsèques, ne peut présider notre séance. Pierre Ouzoulias pour le groupe CRCEK. La séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. Pour la première question, la parole est à Monsieur Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, une soif de justice sociale et fiscale grandit partout dans le pays. Dans le contexte budgétaire tendu, 2 idées sont devenues majoritaires dans la population. Sur les recettes, la taxe Zuckman, qui a été enterrée à l'Assemblée par les droites et l'extrême droite coalisée. Sur les dépenses, le chiffre de 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises, issu de notre rapport avec le président Rittmann, qui a été repris par tout le mouvement social. Et pour cause, il représente 2 fois le budget des collectivités et 4 fois celui de l'éducation nationale. Notre travail a été caricaturé. Nous n'avons jamais proposé la suppression des aides publiques, qui sont des leviers économiques essentiels au moment où la bataille commerciale fait rage. Je vous le disais qu'on allait parler des aides publiques aux entreprises. Notre travail a aussi été invisibilisé. 26 recommandations ont été adoptées à l'unanimité. Et c'est bien là que devrait se cristalliser le débat. Elles visent à imposer une transparence à l'heure où les 2267 dispositifs recensés forment une jungle où personne ne s'y retrouve, mais aussi un conditionnement, un suivi et une évaluation de ces fonds publics pour garantir qu'ils remplissent bien leur objectif. Depuis, nous attendons une réaction de votre part. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enterrer notre rapport sans même nous recevoir, au mépris de votre engagement devant l'intersyndicale?
ou soutenir nos amendements, voire même une proposition de loi transpartisane. Enfin, notre travail suit un fil rouge. L'argent public ne peut pas servir les actionnaires. Suite à leur audition, à un complément d'enquête, à ma tribune dans Libération, Michelin s'est engagé dans une perspective éthique à rembourser 4,3 millions d'euros qui n'ont jamais été investis sur le sol français. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous engagez-vous à ce que ce remboursement intervienne dans les plus brefs délais? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fabien Gay, merci pour votre question, mais surtout merci pour le travail. Vous l'avez dit, vous avez mené une commission d'enquête complète, rigoureuse, qui a été d'ailleurs assez médiatisé, disons-le, et ce qui a permis de mettre la lumière sur ce sujet très important des aides aux entreprises. Je voudrais rappeler que la France est le pays en Europe qui aide le plus ses entreprises. La France est aussi le pays en Europe qui taxe le plus ses entreprises. Et quand on fait la différence entre les deux, on est encore champion d'Europe. Mais peu importe. Plus maintenant. La transparence, vous l'avez dit, elle doit être absolue. Il est temps, et vous y avez contribué, que nos on n'est plus le champion d'Europe des prélèvements. Il y a un pays qui nous est passé devant. Je le répète, fiscalité. J'ai oublié son nom par contre. Plusieurs engagements que je suis prêt à prendre à votre égard aujourd'hui. D'abord, le Premier ministre m'a demandé de vous recevoir avec Amélie de Montchalin pour qu'on puisse faire le bilan de votre commission d'enquête et qu'on puisse passer à travers toutes les recommandations. Deux, on souhaite que cette transparence puisse être mise en œuvre. Il faut donner à Carrefour pour nourrir des actionnaires pendant que derrière on prend des apprenants pour coûter encore plus cher à l'État plutôt que d'embaucher des vrais salariés. Bah oui. Qui rend public les petites aides. C'est très important de donner à Carrefour. Vous me direz, c'est un peu paradoxal qu'on sache tout ce qui se passe sur les petites aides et que les grandes, comment ils font les actionnaires à Noël, Max? Est-ce que tu as pensé aux actionnaires qui ne pourront pas acheter de cadeaux de Noël? Tu n'as pas de cœur. Les aides soient disponibles. Je rappelle quand même que contrairement à ce qui est dit souvent, l'immense majorité des aides publiques aux entreprises en France, elle est conditionnée. Le crédit impôt recherche, on peut le créditer, mais il est conditionné à des le crédit impôt recherche. Les allègements de charges sur les bas salaires, ils sont évidemment conditionnés à de l'emploi. Nous allons travailler avec vous, je m'y engage. On va aussi continuer à travailler avec Michelin. Ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise souhaite faire un chèque à l'État, donc je vous assure, ce chèque, il aura lieu, il sera déposé. On est en train de travailler avec Michelin pour qu'il arrive à bon port. Merci, Monsieur le sénateur. Merci. La parole est à Madame Olivier Richard pour le groupe Union Centriste. Et il n'osait pas tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Là, il ose au Sénat. Union Centriste, les sénateurs de François Bayrou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Effectivement. Monsieur le ministre, quel soulagement. Hier, notamment, Monsieur Pierre Cochard, ambassadeur de France en Iran, est allé chercher Cécile Kohler et Jacques Paris à la prison d'Évian. Il a vu les portes s'ouvrir sur leur visage après 1277 jours de captivité. 3 ans et demi. Ces moments-là, disait-il ce matin sur France Inter, donnent un sens à la mission diplomatique, je veux bien le croire. À travers vous, Monsieur le ministre, je souhaite adresser mes sincères remerciements et ma gratitude aux équipes de notre ambassade, à Pierre Cochard et avant lui à Nicolas Roche, mais aussi à notre premier conseiller Rémi Boilegue et à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour cette délivrance. J'associe naturellement mon homologue de l'Assemblée nationale, Aïda Hadizadeh, présidente du groupe d'amitié France-Iran, pour vous demander de leurs nouvelles. Comment vont-ils ? Après 3 ans et demi de captivité, dans des conditions inhumaines que vous avez vous-même plusieurs fois qualifiées de torture, Cécile et Jacques sont aujourd'hui à l'abri à l'ambassade. Ils ont dormi pour la première fois dans un lit cette nuit. C'est l'aboutissement d'un travail diplomatique multiforme de longue haleine. Il n'y a plus de Français incarcérés en Iran. Nos otages sont libres, ils sont en sécurité, mais ils sont en liberté conditionnelle. Nous comprenons et partageons l'impatience de leurs familles et de leurs proches. Monsieur le ministre, la route qui reste à parcourir sera-t-elle plus longue que les 4211 kilomètres qui séparent la France de son ambassade à Téhéran? Quelles sont les prochaines étapes? Monsieur le ministre, peut-on lire dans cette libération un signal faible, le signal faible d'un changement peut-être plus profond, peut-être la base d'un dialogue qui pourrait être plus constructif à l'avenir avec le régime iranien? Je vous remercie. Merci.
La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Par ministre. contre, du coup, je découvre Monsieur le qu'ils étaient en Président, liberté Mesdames et Messieurs les conditionnelle. sénateurs, Madame la sénatrice Olivia Richard, d'abord merci d'avoir rendu hommage à notre ambassadeur, à l'ancien ambassadeur et aux agents de notre poste à Téhéran. Je me suis entretenu ce matin avec Cécile Kohler et Jacques Paris. Je leur ai exprimé ma joie de les trouver en sécurité et en bonne forme à la résidence de France à Téhéran. Et je leur ai fait part de l'immense élan de solidarité qui, à travers le pays, pendant plus de 3 ans et demi, les a portés pendant cette épreuve. En retour, ils m'ont chargé, avant de pouvoir eux-mêmes le faire de vive voix, de transmettre leurs remerciements à toutes celles et ceux qui, pendant la période de leur captivité, se sont mobilisés pour que leur cause ne soit pas oubliée. D'abord, effectivement, il a aux dit la même agents chose à du l'Assemblée ministère de nationale l'Europe et aussi des tout à Affaires l'heure. étrangères. Au moins, dont comme je ça, veux job saluer is done. à mon tour le dévouement et l'excellence dans l'exercice de la Comment mission. ça, Max? Qu'est-ce que tu veux Plus dire? largement, les services de l'État mobilisés sous l'autorité du Premier ministre qui ont contribué à obtenir ce résultat. L'ensemble des comités de soutien qui, sur l'ensemble du territoire national, ont brandi les photos de Cécile Kohler et de Jacques Paris depuis 3 ans et demi pour qu'ils ne soient pas oubliés. Et puis à vous-même, Madame la Présidente du groupe d'amitié, à l'ensemble des sénatrices, des sénateurs du Parlement qui s'est mobilisé pour ne pas baisser les bras et pour que nous puissions obtenir ce résultat. Ce résultat est une très bonne nouvelle au regard, vous l'avez dit, des conditions indicibles, indignes de leur détention depuis 3 ans et demi. Mais ça n'est qu'une première étape, une étape qui doit nous mener jusqu'à leur libération définitive et à leur rémission totale. Parce que leur calvaire ne s'arrête pas au moment où ils ont été récupérés par notre ambassadeur devant la prison d'Evin. Il se poursuit et il ne s'arrêtera pas au jour de leur libération définitive après l'épreuve qu'ils ont traversée. Pourquoi j'ai dépêché dès hier une équipe de renfort qui, aux côtés de l'équipe de l'ambassade, va les accompagner dans les prochaines semaines. Et c'est pourquoi nous serons à leur côté et aux côtés de leur famille dans toutes les prochaines étapes menant à leur libération définitive. En tout cas, merci à vous et à toutes celles et ceux qui, ici, les ont soutenus pendant 3 ans et demi. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Grégoire. Madame Grégoire, vous avez quelques secondes éventuellement? Non. Donc je passe la parole à Monsieur Dantec pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire. Les écologistes. Ah, Monsieur problème de micro. Madame la ministre. Non, problème de micro. Attendez, la COP de Belém sera la COP de l'accord sur le financement de l'action climatique mondiale ou ne sera dans le micro. Pas. Le Conseil de l'Union européenne du 21 octobre l'a d'ailleurs souligné, je cite le communiqué officiel, l'accent est mis sur l'importance de rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris. Madame la ministre, nous pourrions donc faire du capitalisme vert. Belém avec des propositions fortes de renforcement des fonds dédiés et particulièrement des aides au développement, évoquées aussi dans cette réunion d'octobre pour accompagner les efforts d'adaptation. Je rappelle aussi que le Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux, présidé par Emmanuel Macron, qui définit les priorités de l'aide publique au développement en France, l'APD, ce Conseil donc a fait en avril 2025 du financement des énergies renouvelables dans le monde sa première priorité. Or, Madame la ministre, vous partez au Brésil avec un projet de loi de finances français qui est la contradiction absolue de cette urgence climatique. Moins 2,5 milliards, c'est la baisse en 2 ans de l'APD française en intégrant les 700 millions de coupes prévues au PLF 2026. Madame la ministre, vous le dites vous-même encore hier à Bruxelles, la priorité aujourd'hui est autant dans l'accompagnement des pays du Sud sur la maîtrise de leurs émissions de CO2 que sur la réduction des nôtres. Or, cette réduction budgétaire ne permettra même pas à la France de respecter les engagements financiers qu'elle a pris lors des COP précédentes, par exemple sur le Fonds vert pour le climat ou la biodiversité. Madame la ministre, ma question est donc très simple. Comment pouvez-vous assumer une telle contradiction? Surtout que c'est Monique Barbu qui répond, quoi. Donc, Madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Eh ben dis donc. Monsieur le sénateur, vous voyez une contradiction entre les ambitions que nous portons à la COP 30 et le niveau des contributions françaises aux aides publiques au développement. Bah, dis-nous qu'il n'y en a pas. Sachez que la France continue à se placer au 2e rang des contributeurs au sein de l'Union européenne et parmi les principaux contributeurs mondiaux de la finance climat internationale. C'est pour ça, les sénatoriales, ça va les changer.
la France a mobilisé 7,2 milliards d'euros de financement climat à destination des pays en développement, dont 3 milliards spécifiquement sur les questions d'adaptation. C'est bien davantage que l'objectif de 6 milliards vous n'avez pas vu le monsieur en dessous, là, il n'arrêtait pas de faire non comme ça. Par le président de la République. Preuve que nous tenons nos engagements financiers. Mais il faut le rappeler, la part publique de ces financements est une part par nature minoritaire, autour de 30% du niveau mondial des financements liés au climat. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est effectivement de mobiliser massivement des financements. Il faut donc créer les conditions pour être sûr que des investisseurs privés s'engagent avec nous, et c'est dans cet esprit que le président de la République avait construit le pacte pour la planète et les peuples qui a été lancé en 2023. Enfin, je sais que, comme moi, vous souhaitez engager des financements innovants. Je suis prête à discuter avec vous comment concrétiser en particulier une taxe carbone aux frontières dédiée au financement climatique. L'accord obtenu cette nuit sur la loi climat européenne peut nous y aider. Nous voulons faire de la finance climat non pas une dépense, mais un levier d'investissement pour la planète au service d'une transition juste et solidaire. Merci. Madame la Ministre. Monsieur Dantec, pour 24 secondes précisément. Oui, très rapidement, je voudrais m'adresser... Je vous demande d'être attentif. Très rapidement, je voudrais m'adresser au Premier ministre. L'année dernière, comment il l'interrompt ici même un accord pour sauver l'APD, 0,1%. Pardon, mais moi, ça me ferait chier d'interrompre comme ça les sénateurs en train de parler. Hein. C'est manquer de respect aux sénateurs, hein. Franchement. Hein. Cet accord, gardant la recette. Vous voyez, moi, interrompre les sénateurs en train de parler. Monsieur le Premier ministre, sachant votre engagement à soutenir les compromis, je vous propose donc de soutenir rétroactivement cet accord du Parlement et de remettre les 700 millions de l'année dernière dans le budget de 2026. La parole est à monsieur Olivier Rietmann pour le groupe Les Républicains. Donc, on dirait moi la gestion du temps de parole. C'est à ça que je vais ressembler dans 30 balais. On reprend un message. Merci, monsieur le Président, monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, mes chers collègues. Depuis plusieurs semaines, une étrange hostilité se déchaîne contre les chefs d'entreprise. Érigés par certains comme un ennemi public numéro 1. On les traite de profiteurs. La rentabilité actionnariale serait leur seule boussole. Certains osent même nous expliquer qu'ils ne paieraient pas d'impôts. Aussi, pour les punir, l'Assemblée nationale s'est lancée dans la rédaction d'un catalogue de pénalités chiffrées à plus de 43 milliards d'euros et qui, je pèse mes mots, dévaste les entrepreneurs et tient à distance les potentiels entrepreneurs. Monsieur le ministre, d'où viennent les plus de 1 200 milliards d'euros de recettes fiscales et sociales collectées par l'État en 2024, redistribuées à tous les Français pour élever leur niveau de vie? D'où viennent les investissements qui permettent de fabriquer en France, de créer et de conserver des emplois? D'où viennent l'innovation et la prise de risque pour garantir la souveraineté de notre pays face aux géants commerciaux chinois ou américains? De nos entreprises, et encore et toujours de nos entreprises. Ces constats lucides étaient d'ailleurs partagés par le gouvernement il y a encore un mois. Alors quel choc, lundi, d'entendre l'exécutif s'engager à transmettre au Sénat tous les amendements votés par les députés. Effectivement, c'est Amélie de Montchalin. Au-delà de cette incongruité procédurale, comment ne pas voir dans cette annonce une forme d'adhésion du gouvernement à l'obsession fiscale et au discours antiproductif? Il est urgent de changer de cap et de dire haut et fort aux entreprises que nous avons besoin d'elles. Son sel est délicieux. Par conséquent, ma question est simple et directe. Si le projet de loi de finances n'est pas adopté à l'Assemblée nationale, vous engagez-vous, monsieur le ministre, à nous transmettre un texte délesté de tous les amendements anti-entreprises? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Bah non, du coup, en fait. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances monsieur le sénateur, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Rietmann. Coucou, gouvernateur.
Ça va bien? Un budget, ce n'est pas juste un exercice comptable. C'est un exercice économique, c'est la politique publique qui permet toutes les autres. Et notamment il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Hein. La politique essentielle de soutien à la compétitivité de nos entreprises. Je voudrais d'abord vous dire une chose. Jusque-là, tout va bien. Courage à la toi, croissance en France, elle tient, elle est plus forte que dans la plupart de nos pays européens. La production industrielle, c'est sorti ce matin, a rebondi au mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en réjouir. Au contraire, j'allais dire, ne cassons pas la dynamique qui est en cours, mais pour l'instant, ça va bien. Ensuite, deuxième point, les incertitudes politiques, elles impactent les inquiétudes économiques. Olivier Rietmann, il aurait dû prendre 2 desserts à la cantine. On a au troisième trimestre des entreprises qui ont investi, des entreprises qui ont exporté. Il faut qu'elles continuent à le faire et pour ça, il faut qu'on lève, il faut le reconnaître, l'hypothèque de la situation politique compliquée. Elle est sans doute un peu ici, elle est surtout beaucoup à l'Assemblée, ça ne vous a pas échappé. À partir de là, le Premier ministre a fait un choix tellement facile de cracher sur l'Assemblée ici. On n'aura pas recours à l'article 49, alinéa 3. Et chaque chambre aura son travail dans des votes qui dépendent peut-être un peu moins du gouvernement que par le passé, ce qui ne nous empêche pas de donner notre avis régulièrement. Je l'ai fait sur la plus grosse des taxes auxquelles vous avez fait référence, la taxe sur les multinationales, qui me semble inconventionnelle, contraire aux engagements européens de la France et surtout extrêmement délétère pour nos entreprises. Nous devons ensemble, l'Assemblée est en train de le faire, le Sénat va le faire à son tour, continuer à travailler pour que ce budget soit un budget sérieux, moins de 3% en 2029, ça suppose d'avoir un redressement budgétaire dès 2026. Ah oui, donc le budget, s'il est macroniste, s'il est sérieux, s'il est autre chose que macroniste, il ne sera pas sérieux. Si vous me permettez, on va d'abord laisser le débat parlementaire se faire à l'Assemblée. Ensuite, évidemment, le temps sera venu pour vous de le faire. Et on verra dans quelles conditions le débat se poursuit à l'Assemblée. Avant de vous dire les conditions dans lesquelles il pourra commencer ici, je pense que vous le comprendrez. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Mme Salama Ramia pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Ah, les sociodémocrates. Non, pardon, les macronistes. Justement, parler d'eux. Monsieur le Président, Madame la Ministre de l'Outre-mer, mes chers collègues, cela fera bientôt un an que le cyclone Chido a frappé Mayotte, épreuve malheureuse, mais qui a su rappeler la résilience des Mahorais ainsi que celle des élus. Oui, ils sont où les 4 milliards? Les communes de Mayotte tirent la sonnette d'alarme, faute d'avoir obtenu le déblocage du fonds d'amorçage dédié notamment à la reconstruction des écoles. Bon, elle est simple ma question. Ils sont où les 4 milliards? Si les communes indiquent avoir reçu une notification par l'État, aucun acompte n'a été versé. Je pense aux communes d'Akwa, on va vous donner de l'argent. Mamoudzou, Dzaoudi-Labatwa, Un jour peut-être. Weni, Sadam, Tsangamouji, Chirogi, Pamandi, pour ne citer qu'elles. Hélas, le non-paiement s'est imposé comme la règle plutôt que comme l'exception. À titre d'exemple, et cela vous parlera peut-être, à Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, les dégâts ont été évalués à près de 96 millions d'euros. À la demande de l'État et afin d'assurer la rentrée scolaire, la commune a déposé sur la plateforme dédiée une demande de financement pour 9 millions d'euros pour la rénovation des écoles. Seuls 2 millions ont été notifiés à la commune par 6 arrêtés. Mais à ce jour, 96 millions euros de débloqués. 2 millions, 0 euros. Zéro. Comment, dans ces conditions, les communes en première ligne de la reconstruction vont-elles Ça va pouvoir faire un an, retrouver Chido. Madame la ministre, l'inquiétude et l'incompréhension des Mahorais ne cessent de grandir. D'autant que la saison cyclonique 2025 les lignes budgétaires sont ouvertes. Il y a juste à sortir le carnet de chèques. Nécessaires n'aient été réalisés. Les sous sont déjà là, ils sont prévus. Une première tempête a menacé l'île. Aussi, Madame la ministre, nous souhaiterions savoir quelles sont les raisons de ce retard et connaître la date à laquelle l'État entend honorer ses engagements à Mayotte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer. Désastreux. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Ramia. Je profite de cette question d'abord pour saluer votre engagement, saluer tout le travail accompli depuis votre élection et je pense naturellement au rôle actif que vous avez joué sur la loi d'urgence et sur la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Ça s'appelle vous m'interrogez plus particulièrement sur le versement du fonds d'amorçage qui, je le rappelle, est un soutien effectivement aux collectivités, un soutien renforcé après le passage du cyclone Chido. Quelques éléments. D'abord, pour vous dire que de nombreux dossiers ont reçu un accord de principe, ce
qui permet un engagement de l'État aujourd'hui à hauteur de 91 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 9 millions d'euros supplémentaires, puisque vous le savez, l'État a dû aussi gérer en urgence le ramassage des déchets. J'ai entendu un certain nombre de critiques des maires, vous venez de les relayer effectivement, sur les délais, notamment les délais de validation et d'instruction. Ça fait 1 an, Naïma. Les collectivités ont été accompagnées par les préfectures dans la constitution des dossiers et en réalité, ce qui s'est passé, c'est ça, 100 millions sur 4 milliards. Du complexe, c'est qu'il y a eu d'abord des modifications nécessaires sur un certain nombre de dossiers. Il y a eu ensuite un manque d'ingénierie. La bureaucratie, qui a se réfugier derrière la bureaucratie. Et il y a le fait que, depuis le passage du cyclone, certaines communes restent encore très affectées dans leur fonctionnement. À ce jour, néanmoins, ce sont 37 millions d'euros qui ont été autorisés. 6 millions d'euros le seront dans les prochains jours. En crédit de paiement, ça représente 23,5 millions d'euros versés et 4 millions supplémentaires prochainement. Mais vous avez raison, il faut faire plus. Sur 4 milliards. 23 millions effectivement de mon ministère et donc je veillerai, versés sur 4 milliards à la bonne consommation de l'enveloppe avant la fin de l'année pour que précisément nous puissions tenir les engagements. J'ajoute que le soutien de l'État aux collectivités et à l'État. Concrètement, ce que vous voyez, c'est un gouvernement qui essaye de gagner du temps pour que les crédits ne soient pas consommés et que cette enveloppe soit définitivement perdue. Le gouvernement abandonne Mayotte. Enfin, la nouvelle instruction que je signerai garantira la célérité et la rigueur du circuit d'instruction et de validation, car effectivement, nous poursuivons... Quand il y a eu les incendies cet été dans le sud de la France, les budgets étaient débloqués dans la semaine, transposés en crédit de paiement dans la semaine. Ça fait 1 an. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Laure Darcos pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Les Indépendants. Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma solidarité et celle des membres de mon groupe Les Indépendants envers les victimes de l'attaque de l'île d'Oléron et nos pensées à leurs familles. Monsieur le ministre, au-delà de la polémique actuelle au sujet du durcissement des règles relatives aux découvertes bancaires, n'importe quoi. Je souhaite vous alerter sur la vive inquiétude des candidats aux prochaines élections municipales. Bah oui, Roland, tu racontes des fake news. Sait, tout candidat à une élection municipale dans une commune de plus de 9000 habitants est tenu d'ouvrir un compte de campagne. Il y a eu un attentat, des recettes perçues et des dépenses pris une voiture et qui a roulé sur une dizaine de personnes, qui a tenté de faucher une dizaine de personnes. Facturer l'ouverture d'un compte entre 600 et 900 euros dans certains cas. Ces frais bancaires totalement disproportionnés seraient ainsi le prix à payer pour concourir à la vie démocratique de notre pays. Permettez-moi de m'insurger contre cette pratique abusive qui ne trouve absolument aucune justification. Le rôle de la banque est en effet négligeable pour ne pas dire nul. La responsabilité du suivi du compte de dépôt pèse exclusivement. Est-ce qu'il va manquer de respect à Laure Darcos, du coup, Roland Lescure, comme il l'a fait hier avec les autres députés? Personnel, prêts, contribution des partis et règle de l'intégralité des dépenses de campagne. Non, après je dois quitter. Certes, les frais bancaires liés à la gestion du compte de campagne sont considérés comme des dépenses électorales et peuvent donc être pris en compte dans le calcul du remboursement par l'État, pour autant que le candidat ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour. Alors que les communes n'ont jamais été aussi ponctionnées financièrement et que les maires subissent de plus en plus l'agressivité de leurs concitoyens, la plupart d'entre eux choisissent néanmoins de repartir, car ils ont l'intérêt général chevillé au corps et ils savent qu'ils sont un des derniers piliers encore stables de notre démocratie. Aussi, ma question est la suivante. Monsieur le ministre, entendez-vous saisir la Fédération bancaire française afin qu'elle harmonise les pratiques de ses membres avec des frais bancaires raisonnables, comme elle s'y est engagée auprès de moi? Comment entendez-vous faire respecter l'égalité de traitement entre les candidats et le droit le plus élémentaire du citoyen, celui de concourir librement à une élection? Je vous remercie. C'est vrai que ça pose une question, cette nouvelle réglementation. La parole est à M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique. Ah oui, il va falloir que je m'y penche, moi aussi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénateur Laure Darcos. Merci pour votre question à l'aune d'une élection municipale qui s'approche et 1 an et demi après des élections législatives qui n'étaient pas nécessairement attendues par tous. Ça me permet de mettre à jour les difficultés qu'on a parfois à ouvrir des comptes de campagne. J'ai moi-même été candidat 3 fois. Ça n'a pas toujours été facile. Vous savez que dans la loi que nous avons votée, j'étais à l'époque parlementaire en septembre 2017, nous avions institué le titre de médiateur du crédit aux partis politiques qui permettait à la fois aux candidats éventuellement ennuyés par des procédures parfois lourdes, et je le découvre dans votre question, par des frais exagérés, de saisir et de s'assurer que mais c'est cache investigation bien fait. Ah, je le découvre. Le poste de médiateur est aujourd'hui vacant. Vous êtes au courant, monsieur le ministre. Découvrir. J'ai ici une correspondance. D'ailleurs, qui me l'a interpellé, et donc je m'engage à nommer un nouveau médiateur très vite. Elle est où, Élise? Son prédécesseur avait fait un bilan où est large Élise et exhaustif
des procédures et des cas dont il avait été saisi depuis 2017. On a eu beaucoup de cas, 1500 dossiers en 6 ans, c'est beaucoup, Élise, ça fait 250 par an. Il notait quand même qu'il n'y avait pas de problème d'ouverture de compte, qu'il y avait assez peu de problèmes d'ouverture de compte, et notamment dans les élections municipales. Parce que vous le savez, les candidats sont souvent ancrés, ils connaissent les banquiers les connaissent, et donc il y a très peu de cas d'ouverture de compte difficiles dans le cadre des élections municipales. En tout cas, c'est ce que le rapport me dit. C'est un peu plus compliqué pour les élections législatives. Éventuellement. Madame la sénatrice, sur votre histoire de frais, je le découvre. J'y suis extrêmement sensible. C'est pas parce que l'État... Il y a Élise Lucet dans l'hémicycle, c'est pas possible. Que les frais doivent être hors de dimension. On est d'accord. Hein. Donc je vais en parler avec les représentants de la Fédération bancaire française que je dois rencontrer dans les jours qui viennent. J'ai déjà une longue liste avec eux. Je vais rajouter ce petit sujet à la liste. En revanche, j'insiste, madame, la directive et l'ordonnance qui ont été présentées la semaine dernière ne durcissent en rien les conditions du découvert. C'est très important. La parole est à monsieur Christian Billac pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Ah, RDSE, voilà, les sociaux-démocrates. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. L'apprentissage a fait ses preuves pour aider les jeunes à entrer dans la vie professionnelle et soutenir les entreprises. Cette formation de terrain s'est développée ces dernières années et ses bienfaits ne sont plus à démontrer, même si nous sommes encore loin de l'Allemagne. Alors, pourquoi un tel acharnement du gouvernement à l'encontre des apprentis dans les projets de budget pour 2026 ? Ah, vous n'avez pas vu. Depuis le 1er janvier s'égrènent les coups de rabot. Assujettissement à la 16G, contribution au remboursement de l'aide sociale et taxe de 750 € pour les employeurs embauchant un apprenti à partir de Bac+3. Résultat, 6 000 apprentis de moins. Mais comme si cela ne suffisait pas, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit de supprimer l'exemption de cotisation salariale, entraînant de fait une baisse du salaire net entre 101 et 187 € selon l'âge et l'année de formation des apprentis. Ils seraient ainsi placés sous le seuil de revenus éligible pour bénéficier de la prime d'activité. C'est la double peine. Ces jeunes sont pourtant méritants, arrivant à concilier études et activités. Ah, c'est pour leur empêcher d'avoir le droit à la prime d'activité. Avec un salaire mirobolant, 600, 700, 800 € parfois. Considérez-vous que ces jeunes sont des nantis. Mais, au cas où, le compte n'y est pas encore, alors, dans le projet de loi de finances, vous supprimez les 500 € d'aide pour le permis de conduire, qui est une nécessité en zone rurale. Tout cela démontre l'absence de justice sociale du gouvernement et surtout la négation de la valeur travail. Comptez-vous, monsieur le ministre, maintenir ces mesures que je qualifierais de déplorables ? Merci, chers collègues. Pour vous répondre, monsieur David Amiel, ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. Un nouveau Pokémon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Billac. Je voudrais commencer par excuser le ministre du Travail et des Solidarités qui est retenu précisément par l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais je voudrais redire l'attachement évidemment du gouvernement à la politique en faveur de l'apprentissage, qui est une des grandes réussites de ces dernières années, puisqu'on a franchi le cap des 1 million d'apprentis. Ça fonctionne tellement bien qu'on veut tout arrêter. Impossible il y a encore quelques années, ou en tout cas impossible en France. Parce que beaucoup nous expliquaient que c'était une spécificité allemande et que jamais on arriverait en France à soutenir l'apprentissage comme outre-Rhin. Et pourtant, pour les centaines et les centaines de milliers de jeunes qui en bénéficient, pour les entreprises également, pour les entreprises, c'est gratuit. Un tremplin vers l'emploi et souvent vers des emplois pérennes, bien payés. Je pense notamment au secteur industriel. Et c'est la raison pour laquelle c'est évidemment une politique publique très importante. Alors après les années de crise que l'on a vécues, les dispositifs exceptionnels de soutien qui ont été mis en place, il y a évidemment une réflexion à avoir sur le soutien général qu'on a à la politique de l'apprentissage. Dans le projet initial du gouvernement, des exonérations sont maintenues. Je pense en particulier en matière d'impôt sur le revenu ou d'exonération partielle de CSG. Il y aura un débat évidemment sur les exonérations de cotisations. Vous en avez parlé. Le Parlement s'en saisira. Quant à la question du permis de conduire, je pense que pour cadrer aussi nos discussions, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'aide au permis de conduire ne dépend pas des ressources des apprentis, elle ne dépend même pas des autres aides que ces apprentis peuvent toucher. Je pense par exemple au permis à 1 €, aux aides locales, aux aides d'État. Donc c'est aussi cette réflexion-là
qu'il faut avoir en matière d'apprentissage, comme dans d'autres domaines. Mais en tout cas, vous pouvez évidemment compter sur la détermination du gouvernement à soutenir l'apprentissage, parce que c'est une politique qui est juste socialement, vous l'avez rappelé, parce que ce sont des jeunes qui se battent, qui travaillent parfois dans des conditions difficiles, mais qui travaillent parce qu'ils veulent pouvoir se former, accéder à un emploi pérenne. Et c'était à nouveau une des grandes réussites de ces dernières années. Nous entendons bien le maintenir. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Biac, pour quelques secondes. Ah oui, attention, quelques secondes. Monsieur le Ministre, je n'ai pas entendu que vous alliez abandonner ces mesures. Alors, comme disait à l'époque mon professeur de latin, errare humanum est, mais perseverare diabolicum. Mais voilà, persévérer est diabolique. La question de Mme Isabelle Boniquet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes. Merci, Monsieur le Président. J'associe tout d'abord l'ensemble du groupe socialiste aux paroles exprimées par la présidence au sujet de la tentative d'assassinat survenue ce matin sur l'île d'Oléron. Oui. Madame la ministre, mes chers collègues, ma question s'adressait initialement au ministre chargé de la ruralité. Le gouvernement annonce la création d'un fonds d'investissement pour les territoires censé simplifier et rationaliser les outils d'appui à l'investissement local. Sur le papier, l'intention pourrait sembler louable, une meilleure lisibilité, une mutualisation des moyens, une simplification des procédures. Mais dans les faits, c'est tout l'inverse qui se profile. Ce nouveau fonds fusionne 3 dotations essentielles, la DSIL, la DETR et la DPV. 3 instruments différents, 3 objectifs complémentaires. Oui, les articles 1, 2 et 3 ont sauté et le 4 est validé. D'une même ambition, soutenir les territoires. Ça commence bien pour le dans toute leur PLFSS. diversité. Ne nous y trompons pas, cette fusion des dotations n'est qu'un moyen pour mieux les réduire. Ce sera le cas dès 2026. Oh. Les élus locaux redoutent une dilution des priorités et une disparition d'outils ciblés. Ils ont raison. En fusionnant ces dotations dans un fonds unique, vous prenez le risque d'effacer ces spécificités, d'aplanir les priorités, de substituer à des politiques lisibles un dispositif uniforme, centralisé et technocratique. Alors, Madame la Ministre, avec ce nouveau fonds aux obscurs c'est les soldes, tout doit disparaître. Déjà amputé de 200 millions à sa naissance, comment comptez-vous garantir aux territoires ruraux qu'ils ne seront pas les grands perdants de cette réforme? Je vous remercie. Pour vous répondre, Madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Ah oui, il est où le ministre de la Ruralité? Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Briquet. Merci, et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de votre question. Vous vous souvenez du ministre de la Ruralité? C'est celui qui apprend à la télé qu'il est nommé ministre. Le débat sur la loi de finances. Les investissements des collectivités sont extrêmement importants. C'est 70% de l'investissement public et nous les saluons tous. Aujourd'hui, le gouvernement présente un budget, j'ai eu l'occasion de le dire hier, qui est un budget de responsabilité et de redressement. Cela veut dire que nous prenons en compte la situation de notre pays. Tout budget macroniste est par essence responsable et tout budget qui n'est pas macroniste est par essence irresponsable. À la fois par les collectivités faut toujours le rappeler. Et par l'État. Il n'y a qu'un seul parti qui détient la vérité fameux, et la lumière. On va dire FIT, il devient fameux au Sénat parce qu'on en parle régulièrement. Je rappelle que le rassemblement dans une seule enveloppe des dotations pour les territoires ruraux, la DSIL et la DSU que vous connaissez bien ici, répond à une demande de simplification qui a été formulée, entre autres, à la fois par des préfets et à la fois par des associations d'élus. Et vous savez, ici, chacun, quand vous siégez à la commission de la DETR, que nous sommes tous très heureux de voir que nous bénéficions un peu de DETR, un peu de DSIL, et comme le 3e fonds n'est pas consommé, de pouvoir le rajouter. Donc c'était l'idée. Aujourd'hui, c'est la présentation qui est faite. Nous en discuterons ensemble, mais je veux dire, Madame la sénatrice, de manière très sérieuse, que le montant de la DETR à l'intérieur de ce fonds a été maintenu et l'ensemble des critères. Maintenant, il nous appartiendra de débattre de tout ça. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas de qui tu parles. Là derrière le président de l'Assemblée du Sénat. Merci Madame la sénatrice. Je vous sais attentive à la ruralité, le ministre délégué à la ruralité également. C'est pourquoi je ne doute pas que vous saurez ceux qui sont derrière le président du Sénat, oui. Qui sonnent l'alerte. Bien, ce sont les fonctionnaires du Sénat tout simplement, chargés du protocole et de la séance, les huissiers, voilà. Merci. La parole est maintenant Madame Marie-Pierre Mouton, pour le groupe Les Républicains.
pour sa première question d'actualité au gouvernement. Ah, eh ben, bienvenue. Parole. Bah, je l'ai déjà vu. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser ma question au gouvernement, permettez-moi de rendre hommage à notre collègue Gilbert Bouchet, à qui j'ai l'honneur de succéder. Hommage à son combat exemplaire contre la maladie, à son action résolue au service de l'intérêt général et à l'héritage politique qu'il nous transmet. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, votre PLF 2026, au fond, c'est la politique du sparadrap. Je l'ai déjà vu, cette dame. Les dépenses, vous posez un sparadrap, l'impôt. C'est facile, c'est immédiat, c'est politiquement commode. Mais dans un pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, c'est dangereux. Fini. Près de la moitié de votre effort de consolidation ne repose à nouveau que sur des mesures fiscales, pas sur une baisse en valeur des crédits de l'État. Si, c'est le Danemark, voilà. Politique publique. C'est le Danemark qui nous est passé devant en termes de prélèvements obligatoires. Hergé nous avait pourtant mis en garde sur le sparadrap du capitaine Haddock. On croit l'appliquer juste un instant. Et une fois posé, il colle partout et il devient impossible à enlever. L'an dernier, vous nous juriez claqué au sol. CDHR ne vaudrait que pour 2025. Vous la reconduisez. Que le CE-BGE serait temporaire. Vous la reconduisez. Vous nous juriez que le Didico ne serait appliqué que pour 1 an. Vous proposez le Didico 2, particulièrement pénalisant pour les collectivités. Finalement, chaque année se joue la même scène. Vous nous promettez le sparadrap éphémère, nous constatons qu'il colle toujours autant. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Quand accepterez-vous enfin de soigner la plaie, c'est-à-dire la dépense, au lieu de masquer l'hémorragie par de nouveaux impôts? Merci. C'est ça qui est toujours compliqué, c'est que quand on essaye une métaphore, bien souvent, ce qu'on risque, c'est de se planter. De la fonction publique et de la réforme de l'État. Et donc, de se faire bobo. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mouton. D'abord, je pense que c'est intéressant de voir le chemin qui a été parcouru ces dernières années. Marie-Pierre Parce que quand on regarde ce qui s'est passé entre 2017 et 2025, c'est-à-dire dans le texte initial proposé par le gouvernement, on a une baisse du taux de prélèvement obligatoire de 35 milliards d'euros. C'est autant d'argent qui a été restitué aux ménages et aux entreprises en France. Quand on regarde par rapport aux autres pays, je pense par exemple à l'Allemagne, on a un écart des impôts payés en France et en Allemagne qui n'a jamais été aussi faible, une baisse d'1 tiers de l'écart entre la France et l'Allemagne. Ce chemin a été parcouru ces dernières années, il faut évidemment le poursuivre. Vous l'avez tu m'étonnes, on a sabré dans les recettes pour créer du déficit. L'effort proposé dans le texte initial du gouvernement porte majoritairement sur les dépenses. Puis ça marche bien en Allemagne, ils sont au bord de la récession. L'effort qui est demandé à l'État lui-même est Ça fait 2 ans qu'ils échappent à la récession juste parce qu'ils ont un trimestre en croissance. En valeur sur les budgets des différents ministères. Et 3 en récession. Baisse d'impôts, il faut évidemment poursuivre ce qui est proposé sur la CVAE. Le modèle allemand. C'est important parce que les rapports le montrent, rapports parlementaires, rapports d'économistes, rapports d'organismes indépendants. La désindustrialisation. C'est l'impôt qui percute de plein fouet la paupérisation. notre industrie. C'est l'impôt sur lequel la France est principalement décalée par rapport à ses principaux partenaires et je pense évidemment aux Allemands. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement vous proposera de poursuivre cette baisse des impôts de production, ceux contre lesquels on s'insurge généralement en général, mais sur lesquels il n'est pas toujours facile de s'accorder sur une baisse. Voilà ce que le gouvernement vous proposera. Il y a ensuite des débats évidemment qui ont cours au Parlement. Ils ont commencé à l'Assemblée nationale. Au-delà évidemment des amendements contraires à la Constitution, contraires au droit européen qui ont été défendus par la France Insoumise et par le Rassemblement National avec une volonté comme par hasard, que chacun aura compris. Les amendements anticonstitutionnels, c'est forcément RN et LFI. Les européens qui sont conformes à notre Constitution ne font pas augmenter massivement les impôts. Merci, il y a des hausses et il y a des baisses. C'est cela dont vous pourrez débattre. Monsieur le ministre. Madame Mouton, pour une vingtaine de secondes, si vous le souhaitez. Ah, mais l'Allemagne, c'est bien. Monsieur le ministre, ne méprisez pas les remèdes. Mais oui, la folie fiscale est mortifère car la plaie continue à saigner. Ne méprisez pas les remèdes. Tout le monde était fasciné pour les Allemands il y a 80 ans. Jean-François Husson qui propose des économies concrètes. Ceux portés par notre collègue Christine Lavarde qui a mené un travail remarquable sur la réorganisation des opérateurs et des agences de l'État. Ne méprisez pas les remèdes, saisissez-les. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marie-Pierre Monnier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Ah non, Marie-Pierre Mouton. Ah oui, d'accord. On a 2 Marie-Pierre.
Mouton puis Monnier. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Effectivement. 20 ans se sont écoulés depuis le vote de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Ce bel anniversaire s'accompagne malheureusement d'un triste chiffre. À la rentrée de septembre, près de 50 000 enfants étaient en attente d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, malgré une notification en bonne et due forme. Ce chiffre édifiant a été obtenu par la commission d'enquête sur les défaillances de prise en charge du handicap et son rapporteur, Sébastien Saint-Pasteur. 14% des enfants ne bénéficient pas d'un accompagnement auquel ils ont droit, soit 33% de plus qu'en 2024. Nous ne tenons pas la promesse de la loi de 2005 et cela a des conséquences graves. Un AESH qui manque, c'est de mauvaises conditions d'apprentissage pour les enfants concernés et des classes difficiles à gérer. Ah bah oui. Ce n'est pas pourtant faute, budget après budget, de relayer les alertes des parents d'élèves, des personnels éducatifs, des élus locaux. Depuis que je regarde les questions d'actualité au gouvernement, depuis 5 ans maintenant, j'en entends parler tout le temps. Les difficultés à appliquer la loi de notre collègue Cédric Vial sur l'accompagnement sur le temps méridien soulignent les carences d'AESH sur le terrain. Vous avez admis qu'il est parfois compliqué, y compris en termes de vivier, de recruter autant d'AESH que nous voudrions. Mais nous connaissons la solution. Arrêtez de les payer en dessous du seuil de pauvreté, formez-les. Nous estimons avec mes collègues socialistes qu'il est temps de leur donner un véritable statut au sein de la fonction publique. Et puis quoi encore ? Monsieur le ministre, mettre les élèves en situation de handicap à égalité avec les autres ? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce monde où tout le monde pourra avoir les mêmes chances ? Non, il faut une prenée dans la bonne famille, c'est tout. Non, l'égalité des chances. Monsieur Edouard Geoffrey, ministre de l'Éducation nationale. C'est vieux d'un siècle, ça, l'égalité des chances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Marie-Pierre Monnier, plusieurs éléments. D'abord, nous avons effectivement, je crois évidemment et tous, un objectif partagé ici, qui est de faire en sorte que tout enfant de la République puisse avoir un parcours scolaire qui lui permette d'aller au bout de ses potentialités. De ce point de vue-là, je me permets, avant de répondre au cœur de votre question, d'attirer l'attention collective sur ce qui s'est passé ces dernières années. Nous avons créé un véritable service public de l'école inclusive. Le deuxième métier de l'éducation nationale aujourd'hui, ce sont les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Je l'aurais pas tenté, celle-là. Une bonne nouvelle, dont on pourrait, je crois, collectivement se réjouir, c'est qu'il y a aujourd'hui autant d'enfants en situation de handicap dans le second degré que dans le premier. Autrement dit, ceux qui hier étaient laissés sur le bord de la route en fin de primaire vont aujourd'hui, pour nombre d'entre eux, jusqu'au baccalauréat. Et en témoignent d'ailleurs les aménagements en la matière au baccalauréat qui n'ont cessé de progresser. Cela étant dit, nous avons effectivement un enjeu sur l'accompagnement humain des enfants et même s'il n'en restait qu'un, ce serait une situation humaine problématique de trop. Et on est bien d'accord là-dessus. Oui. Et pour les familles, parce qu'il n'y en aurait pas assez. Voilà, 50 000, c'est mieux. Que nous avons, c'est que le nombre de prescriptions, comme et vous France savez, Diplomatie, augmente de 10% par an. Et que donc nous courons chaque année après ce phénomène avec des enjeux territoriaux extrêmement variables et des viviers extrêmement variables. Avec aussi un enjeu de calendrier. Vous parliez de 50 000 enfants effectivement qui n'étaient pas accompagnés dûment à la rentrée. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas scolarisés ni pris en charge, mais n'étaient pas accompagnés humainement. Il y en avait 42 000 juste avant les vacances de la Toussaint. Nous allons évidemment faire tomber ce chiffre et nous activons dans les prochaines semaines. Un tout dernier point pour répondre à ces enjeux-là. Honnêtement, je crois qu'on pourrait prévoir, et on prévoit d'ailleurs 1200 créations de postes supplémentaires d'AESH dans le projet de loi de finances qui vous sera soumis, on pourrait prévoir encore, et on prévoira sans doute encore dans les années à venir d'autres emplois. La question qui se pose aussi, et c'est un travail que nous devons mener ensemble, c'est le juste équilibre entre accessibilité et compensation. Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la compensation. Il faut probablement retravailler l'ensemble de la prise en charge. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Madame Monnier, pour 10 secondes précisément. La clé, c'est de les titulariser. Et je vous rappelle que c'est d'enfants dont on parle qui sont en souffrance et de familles aussi, avec parfois des femmes qui sont obligées d'arrêter de travailler pour s'occuper de ces enfants qui sont en situation de handicap. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains. François Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vendredi dernier, Matisse, alors qu'il rentrait chez lui, a été tué à Lille par un homme conduisant un véhicule sous l'effet du protoxyde d'azote. Ce chauffeur multirécidiviste a depuis été mis en examen pour homicide routier avec délit de fuite et refus d'obtempérer. Cette affaire n'est clairement pas
un fait divers. Alors que la vente de protoxyde d'azote est déjà interdite aux mineurs, chacun peut s'en procurer très facilement sur Internet. Les trafics s'organisent de l'étranger pour nourrir Je croyais que ça avait un été marché interdit, ça parallèle. aussi. Ces réseaux utilisent une Oh là faille là. juridique en prétextant stocker des bouteilles de protoxyde d'azote pour la pâtisserie. Pourtant, 2 propositions de loi distinctes ont été votées. L'une au Sénat ici, l'autre à l'Assemblée, mais aucune à ce jour n'a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour dans notre Chambre. Aussi, comptez-vous enfin demander cette inscription à l'ordre du jour de ce texte, Madame la Ministre, et enfin et surtout, quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter efficacement contre la vente dans le commerce et sur Internet de cette substance dangereuse? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur les sénateurs. Oh, bah ça m'étonne pas, ça, gouvernement. Vous l'avez rappelé, la mort du jeune Mathis, fauché par un chauffard dans les rues de Lille le week-end dernier, est un drame absolu. Il aurait fêté d'ailleurs ses 20 ans aujourd'hui. Et vous avez rappelé. C'était pas demain? Dans la nuit de vendredi à samedi, tout à l'heure, c'était demain. Qui procède à l'Assemblée nationale, c'était demain. Au Sénat, ça devient aujourd'hui. Et à leur niveau, les policiers aperçoivent le conducteur consommant du protoxyde d'azote. Ils ont d'abord refusé de se soumettre à un premier contrôle. Et je tiens déjà à dire que le refus d'obtempérer n'est pas acceptable. Et avec le ministre Laurent Nunez, comme tout le gouvernement, nous serons l'extrême droite a été infernale tout à l'heure là-dessus. Aussi sur cet enjeu. Vous l'avez dit également sur le protoxyde d'azote, et nous en avons discuté également avec le ministre des Transports Papin. Nous serons là aussi très investis. Et je sais que les 2 chambres ont aussi également travaillé sur cet enjeu. Donc nous continuerons d'avancer parce que nous le voyons bien en termes de sécurité et également de sécurité routière. Qu'est-ce qu'il fait comme grimace là? Et là aussi, nous serons engagés. Mais je sais que nous pourrons compter sur les 2 chambres pour avancer. Je vous remercie. Qui est ce monsieur? Merci. La parole à Monsieur Bonhomme. Et je vous demande d'écouter. Nous parlons du décès d'un jeune de 20 ans, donc un peu de respect tu pourrais pas être vice-président de l'Assemblée nationale. Hein. Madame la ministre, vu comment l'extrême droite était vénère tout à l'heure, quelque peu déplorative et même décorative, parce que tout cela nous le savons, c'est un fléau qui n'est pas nouveau. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'ampleur du phénomène et sur la facilité d'accès à ces substances. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur la santé de ceux qui l'inhalent et des conséquences neurologiques et sur leur santé plus généralement. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le trafic où ces substances sont livrées par des camions entiers chaque semaine par des bandes organisées. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur les détournements d'usage à vocation pâtissière, puisque les fournisseurs proposent même d'acheter également les ballons qui vont avec pour l'inhaler. Mais il y a clairement une faille et le volet préventif ne suffit clairement pas. Nous attendons, Madame la Ministre, un interdit clair d'abord, par une réponse y compris pénale qui soit efficace et effective. Je regrette donc la timidité et le côté évasif de votre réponse et je me dis qu'en vous écoutant qu'il y a pire que l'absence ou l'insuffisance de réponse, c'est le simulacre de réponse. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Guislain Cambier pour le groupe Union Centriste. Ah, le retour des centristes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais je crois qu'on va insister en effet sur ce sujet. Madame la ministre, le ministre de l'Intérieur était dans le département du Nord ce lundi et à l'hôtel de police, il s'est exprimé suite au drame survenu samedi dernier. Un chauffard a en effet arraché la vie à un jeune de 19 ans, Mathis, et ce drame est survenu suite à son refus d'obtempérer et à l'emprise du protoxyde d'azote. Nous pensons évidemment bien sûr à sa famille, ses parents, ses nombreux amis, à qui nous adressons nos sincères condoléances. La justice est saisie et comme vous, je formule le vœu qu'elle soit particulièrement sévère pour cet individu. Ce drame, Madame la ministre, soulève aussi une nouvelle fois la question de la consommation de cette drogue qu'est l'usage détourné du protoxyde d'azote à des fins psychoactives. Cette question est connue depuis près de 10 ans. Les parlementaires, tant ici qu'à l'Assemblée nationale, se sont saisis du sujet. Une première proposition de loi, votée ici d'ailleurs à l'initiative de Valérie Létard, a été adoptée. D'autres textes sont en cours d'examen, mais le Parlement, Madame la Ministre, mène seul ce combat. En effet, aucun gouvernement ne s'est emparé du sujet. C'est d'autant plus choquant que nous parlons ici d'un fléau à la fois de santé publique. La consommation cause des carences en vitamine B12, provoque des neuropathies et une atteinte irréversible de la moelle épinière. Ce produit stupéfiant est aussi un fléau en termes d'environnement. Une fois devenus déchets, les cartouches non recyclées explosent dans les incinérateurs et les endommagent. Et c'est surtout un fléau d'ordre public, notamment en matière de sécurité routière. 10% des moins de 35 ans ont déjà consommé du protoxyde, dont la moitié en conduisant. Nous sommes ici au cœur d'une question relevant du pouvoir régalien. Madame la ministre, est-ce que le gouvernement va enfin s'emparer du sujet? Merci, chers collègues. Madame
La ministre Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je vais préciser les éléments de différentes réponses. Je reviens tout d'abord sur le fléau du refus d'obtempérer. Je pense que c'est très important d'avancer sur ce point et je le redis, le gouvernement sera très investi sur cette question. Plus particulièrement sur le protoxyde d'azote. Vous l'avez dit, effectivement, il y a eu deux propositions qui ont été faites dans les deux chambres. La PPL de votre collègue Idir Bourmet, qui a été adoptée en première lecture en janvier dernier, et la PPL du sénateur Ahmed Laouedj, qui a été adoptée en première lecture au Sénat en mars dernier. Et l'objectif est effectivement de pénaliser la consommation détournée du protoxyde d'azote, vous l'avez signifié tous les deux, d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de l'amende prévue par les contraventions de classe 3. Il faut pénaliser aussi, grâce à l'amendement, c'est vrai, qui a été voté en commission par le Sénat, de la détention et le transport de matériel visant à faciliter l'extraction de ce gaz à des fins psychoactives. Il faut aussi donner au préfet la possibilité de prononcer une fermeture administrative des débits de boissons et de tabac en cas plus largement de non-respect des règles. Vous dire, Mesdames, Messieurs les sénateurs, que le gouvernement sera pleinement engagé à vos côtés pour lutter face à ce fléau. Et nous travaillerons également, s'il vous plaît, Mesdames, Messieurs les sénateurs, mais elle énerve tout le monde, Védrenne. Également avec la DGGCRF, l'Assemblée comme le Sénat. Pour répondre précisément, parce qu'il est question évidemment de santé publique, de sécurité et également de respect de nos normes. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cambier pour 29 secondes. C'est curieux, hein. Elle arrive à mettre tout le monde contre elle, Védrenne. Il faut aller au bout, Madame la Ministre. Il faut être à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi je vous propose que vous puissiez réunir dans les prochains jours les députés et sénateurs comme mes collègues Isabelle Florennes, Jean-François Longeot, qui ont travaillé sur ce sujet ici afin de déterminer une stratégie ambitieuse. Nos voisins du Pays-Bas l'ont fait. Il est temps d'interdire la vente des capsules de protoxyde aux particuliers et d'intégrer la prohibition de l'usage de ce produit au volant. Chers collègues, il est tout colère. La parole est à monsieur Jean-Marc Boyer pour le groupe Les Républicains. Alors. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Ou telle Cécile, pour rester dans l'actualité. La cure thermale n'est pas une pratique de confort. 3 semaines de cure, ce n'est pas 3 semaines de vacances aux frais du contribuable. Les curistes sont des patients qui souffrent. La médecine thermale est efficace et cela est prouvé par plus de 60 études cliniques validant le service médical rendu démontré pour plus de 90% des prescriptions thérapeutiques. En 2024, le remboursement des cures est de 244 millions d'euros, soit 0,1% des 270 milliards d'euros de la branche maladie de la sécurité sociale. Vous parlez désormais de révision du niveau de prise en charge au lieu de déremboursement. Or, le résultat est le même. Le patient ne pourra plus être soigné par la médecine thermale. Passer de 100% à 65% pour les patients en ALD et les forfaits thermaux de 65 à 15% permettrait, selon vous, 200 millions d'euros d'économies pour nos comptes sociaux. Mais vous faites un mauvais calcul. Ces mesures porteraient une atteinte directe à l'accès aux soins des patients, fragiliseraient durablement les 88 stations thermales, essentiellement rurales. Et vous oubliez la réduction du recours aux médicaments, soit une économie pour nos comptes sociaux. Vous oubliez aussi les 212 millions d'euros de taxes et cotisations sociales reversées à l'État. Là encore, vous faites un mauvais calcul. Vous êtes loin de faire des économies. Et si vous privez l'État de ses ressources issues de 25 000 emplois et de 4,8 milliards d'euros de retombées économiques. Toute la filière et les territoires thermaux sont très inquiets de vos projets. Vous voulez taper sur les patients, vous voulez appauvrir les territoires et finalement vous allez appauvrir l'État. Enfin, affirmer que la France est le dernier pays européen à rembourser les cures thermales est totalement faux. De nombreux pays européens le font et certains ont même une meilleure prise en charge publique. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous arrêter de taper inutilement et injustement sur les cures thermales ? Ah oui, il faut savoir qu'au Sénat, ils aiment bien les cures thermales. Enfin, ils aiment bien défendre les cures thermales. Chargé de l'autonomie et des personnes handicapées. Souvent, j'entends parler des cures thermales au Sénat. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs sénatrices et sénateurs, vous interrogez, Monsieur le Sénateur, le gouvernement sur le projet de décret qui revient sur le remboursement intégral des cures thermales pour les patients en affection de longue durée. Et c'est d'ailleurs une question qu'a soulevée le sénateur Jean-Claude Anglars hier matin, à laquelle j'ai pu répondre dans cet hémicycle.
Donc effectivement, la France est aujourd'hui l'un des derniers pays de l'OCDE à rembourser ces cures thermales. Et c'est actuellement une dépense de près de 200 millions d'euros pour l'assurance maladie. Par ailleurs, le rapport charges et produits de la CNAM a préconisé un déremboursement partiel des cures thermales. Cependant, ce que le gouvernement propose n'est pas un déremboursement. Le reste des dépenses pourront être prises en charge par les complémentaires santé. Alors, monsieur le sénateur, qu'on prévoit de surtaxer et donc de faire augmenter auprès des assurés. Le débat du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient de démarrer à l'Assemblée nationale et qui va permettre d'aborder de façon très large et globale et bonjour à toutes celles et ceux de la qui nous prise en charge et du financement des soins. Donc ce débat va avoir lieu, il démarre au Parlement et comme l'a indiqué le Premier ministre. Oh, il n'est pas content. On ne touche pas aux cures thermales au Sénat, je vous l'ai dit. Propose ce projet de loi, le Parlement débat et le Parlement votera. Merci Madame le chrono. La ministre. La parole est à Monsieur Étienne Bourgi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Bon toujours pas de dépassement de temps de parole. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ah oui. Monsieur le Premier ministre, depuis le week-end dernier, les Français découvrent médusés, estomaqués, scandalisés, outrés que des entreprises vendent sur le territoire national des poupées à l'effigie d'enfants à destination pédopornographique. Il était temps qu'on en parle. Monsieur le Premier ministre, la mondialisation et l'ubérisation du commerce. Ah oui, gouvernateur, t'as raté ça à l'Assemblée nationale. On a révélé tout à l'heure qu'il n'y a pas que ça. Ils vendent aussi des armes sur Chine. Monsieur le Premier ministre, vous le savez. Ça vend des armes. La pédopornographie, c'est l'antichambre de la pédocriminalité. Donc du coup, ça va être interdit. Quelles actions comptez-vous mettre pour sanctionner les différents acteurs de ces infractions, les différents auteurs de ces infractions, ceux qui vendent et ceux qui achètent? Merci. Pour vous répondre... Et pas des fausses armes, des vraies armes. Vendéen, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Il y a besoin de préciser que Papin est vendéen. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, il est là. Voilà. Pardon. Monsieur le sénateur Hussein Bourgi, nous ne les laisserons pas faire. Et vous avez raison. Après les poupées à caractère pédopornographique, ce sont désormais des armes qui sont en vente sur Shein. Voilà. Et notamment, une de ces armes, me disait le ministre de l'Intérieur, a servi à l'assassinat du jeune Elias le 26 janvier dans le 14e arrondissement. Si une plateforme veut vendre en France, elle doit respecter nos règles, c'est elle génial. doit respecter nos normes, elle doit respecter nos valeurs. Il faut dire non au Far West numérique, parce que c'est devenu systémique, c'est un modèle. Donc, nous agissons, mesdames et messieurs, les sénateurs. Trop tard. Et sur instruction du Premier ministre, trop tard. Le gouvernement engage la procédure de suspension de Chine. Tardive. Voilà, nous allons mesurer, bien sûr, le temps nécessaire pour que la plateforme démontre au pouvoir public que l'ensemble de ces contenus soit enfin en conformité avec nos lois et nos règles. Mais il n'y a pas de vérification, il n'y en aura jamais. Nous allons faire un premier point d'étape tout de suite, dans 48 heures, avec les ministres concernés, en particulier le ministre de l'économie. Et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, tous les services de l'État sont mobilisés pour amplifier et augmenter le nombre de contrôles. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Bourgi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, j'attendais de votre part 3 réponses. La première réponse, vous venez de l'apporter et j'en prends acte. J'avoue avoir été troublé lorsque j'ai entendu les premières déclarations du ministre de l'économie qui semblait hésiter, qui semblait tergiverser hier en disant « Nous verrons si jamais cette entreprise persiste et renouvelle l'infraction ». On ne sait pas, on verra bien. Monsieur le ministre, nous sommes pour la tolérance zéro en matière de pédopornographie, de pédocriminalité. Et puis en termes de vente d'armes aussi. Vous suspendez enfin le site, j'en prends acte avec satisfaction. La deuxième réponse que j'attendais de vous, c'est savoir quelles étaient les actions initiées sur le volet policier et le volet judiciaire. Avez-vous demandé communication des identités de tous les clients afin qu'ils soient identifiés, parce que nous savons
à travers les premières enquêtes en cours, qu'il y a certaines personnes qui ont été condamnées, donc des récidivistes. Il y a le droit de faire Troisième réponse que j'attendais de votre part, c'est quelle initiative le ministre de l'Europe compte-t-il prendre avec ses homologues pour qu'une action puisse être menée à l'échelle de l'Union européenne? Je conclurai en vous disant, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chaque société se construit sur un socle de principes et d'interdits. Ces interdits nous permettent de protéger les plus fragiles d'entre nous. Et le droit, dans ces circonstances-là, être le bouclier qui protège les enfants et le glaive qui combat leurs prédateurs. Merci, chers collègues. Pas de dépassement. La parole est à Monsieur Daniel Grémier pour le groupe Les Républicains. Allez, avant-dernière question. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la loi portant programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, aurait dû être adoptée il y a déjà 2 ans déjà. Face au retard pris par l'exécutif, le Sénat a déposé une proposition de loi sur le sujet. C'était en avril 2024. Aujourd'hui, nous attendons toujours qu'elle soit examinée en 2e lecture à l'Assemblée nationale. Lol. Le ministre de l'économie a déclaré hier, je cite, que ce dossier était au sommet de la pile. Or, d'après le courrier adressé la semaine dernière par Madame la ministre des Relations avec le Parlement à la présidente de l'Assemblée nationale, la PPE ne figure pas sur la liste des priorités du gouvernement pour... Oh, il est tout chonchon, Roland. Monsieur le Premier ministre, vos prédécesseurs, Michel Barnier et François Bayrou, avaient pris l'engagement de ne pas publier le décret de la PPE par la voie réglementaire et de laisser la navette parlementaire se poursuivre. Effectivement. Ils ont tenu leurs promesses. Ma question est simple. Et vous ? Quelles sont vos intentions sur ce sujet, important pour notre souveraineté énergétique et les investissements dans nos territoires? Quel calendrier envisagez-vous et quelle méthode? Merci. Pour vous répondre, Monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Daniel Gremillet, d'abord, merci pour tout le travail que vous accomplissez sur ce sujet extrêmement important. C'était en février 2022, le Président de la République à Belfort a prononcé un discours, je pense, important, avec lequel, je pense, l'immense majorité des sénateurs sont d'accord. Tu peux penser la que c'est relance important. d'un programme ambitieux de nucléaire français, avec la construction d'au moins 6 réacteurs nucléaires, et la poursuite d'un engagement fort sur les énergies renouvelables, et notamment sur l'éolien marin. Vous l'avez dit, les vicissitudes de la vie politique ont été telles que les débats se sont... C'est surtout qu'on n'a toujours pas l'autorisation de Bruxelles. Rythmé entre parfois des débats autour d'un décret, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de PPE. C'est que Bruxelles dit nine au nucléaire. De l'énergie. Et je n'ai pas eu le temps, moi en tout cas, de publier le décret que j'avais prévu de publier. Il faut qu'on accélère le travail. Aujourd'hui, l'essentiel, monsieur le sénateur, je pense, et vous en conviendrez, c'est qu'on avance sur ce sujet important, parce que dès le début de l'année 2026, nous devons lancer des appels d'offres sur l'éolien marin, et on doit commencer les travaux sur le nouveau nucléaire. Et ce souci d'aller vite et d'aller bien, il est évidemment au cœur de nos préoccupations. L'association des parlementaires au travail également. J'ai demandé à mon équipe de contacter les parlementaires, je dirais, les plus investis sur le sujet. Vous en faites partie, évidemment, pour qu'on puisse échanger très vite, je dirais, informellement dans les jours qui viennent, avant qu'on puisse revenir formellement devant l'ensemble de la représentation nationale pour leur proposer une stratégie qui va nous permettre d'aller vite et bien. Ce sera, en tout état de cause, à l'automne. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Grémillet. Ah, Grémillet, de la PPL Grémillet, je me souviens. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Votre réponse n'est pas claire. Ouf. On a besoin de savoir si oui ou non, c'est le Parlement qui va conduire au bout du débat. Est-ce que, effectivement, Monsieur le Premier ministre, la claque qui vient de lui mettre. Je reprends votre propos et je cite, « J'ai renoncé à utiliser l'article 49.3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée que le débat dans tous les domaines vivra et ira jusqu'au bout. La question de l'énergie est du même niveau. Est-ce que vous êtes en capacité de faire confiance au Parlement ? Est-ce que vous êtes en capacité de donner une trajectoire énergétique à la France quand on voit qu'aujourd'hui, à travers le monde, la bataille économique est lancée
et que nous n'avons toujours pas de cap énergétique. Nous vivons sur le passé, les décisions du passé en matière d'énergie. Nous avons besoin d'avoir du courage politique. Merci, chers collègues. Ah, ça ne dépasse pas de 30 secondes. Hein. La parole est à monsieur Jean-Marie Migeon pour le groupe Union Centriste. Et ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, au train où vont les choses, vous n'aurez plus besoin d'un ministre rattaché à l'industrie, car il n'y aura bientôt plus d'industrie en France. C'est l'un des grands paradoxes de notre époque. On ne parle que de réindustrialiser, mais sans penser à conserver le peu d'industrie qu'il nous reste. Ah bah, je disais ça. La sidérurgie, en particulier, est en train de mourir. Les sites de production du groupe Novasco, ex-ArcelorMittal, vont fermer les uns après les autres sur tout le territoire national. C'est vrai chez moi, dans le département de la Moselle, à Agondange, et c'est vrai aussi dans la Loire, le Nord ou encore en Meurthe-et-Moselle. À Agondange, ce sont 450 emplois qui pourront disparaître dès la semaine prochaine. C'est le plus gros du contingent des emplois menacés qui devrait s'élever à 760 au total. Novasco est en redressement judiciaire pour la 4e fois en 11 ans. Tout ça parce que l'État a laissé des acteurs qui sont plus des financiers que des capitaines d'industrie reprendre l'entreprise. C'était vrai l'année dernière. Encore en 2024, pour ne pas entrer au capital de l'entreprise à hauteur de seulement 15 millions d'euros, l'État a laissé un fonds d'investissement britannique, Greybull Capital, la reprendre au lieu de Venete, un groupe industriel italien sérieux. Monsieur le ministre, Novasco est l'archétype de ce qu'il nous faut préserver. L'entreprise est écologique car elle recycle de l'acier. Elle est moderne puisque fonctionnant à l'électricité et elle est stratégique. Toutes les grandes puissances du G7 ont une industrie ça me rappelle quand j'étais à la fac que les gens lisaient leur exposé là. Allez-vous enfin prendre les mesures qui s'imposent pour sauver la sidérurgie française? Il n'a pas préparé sa question. Pour vous répondre, Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Ça galère. Hein. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, merci pour votre question qui me permet quand même de rappeler que depuis 8 ans, on a créé et installé et accru plus d'usines qu'on en a fermées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas qui ferment. Et celle-là, il faut s'en occuper. On a créé 130 000 emplois industriels. On en a détruit des millions dans les années qui ont précédé. Donc la politique de réindustrialisation, elle a eu lieu. Il faut évidemment l'amplifier, l'accélérer. Et ne l'oubliez pas quand vous examinerez le budget. Mais nous devons la poursuivre. Nous devons la poursuivre aussi au niveau européen. Ce que vous l'avez dit, si on veut sauver les aciéries, les métallurgies, si on veut sauver l'industrie européenne, il faut qu'on le fasse en européen. Il y a des travaux sur la clause de sauvegarde de l'industrie. C'est extrêmement important qu'ils arrivent à terme. Concernant le dossier que vous connaissez bien, puisque c'est dans votre département de Moselle, qui est le plus grand établissement, vous l'avez dit, de l'entreprise de Novasco. D'abord, vous rappelez qu'en 2024, j'étais ministre de l'Industrie quand la reprise des activités d'Ascométal a été organisée. Il y a eu des bonnes nouvelles. Un industriel italien, Massegaglia, qui a repris les activités de Fos, qui investit, qui a sauvé 300 emplois. Très bien. Et de moins bonnes. Vous l'avez dit, le fonds Greybull, il n'a pas respecté ses engagements. Moi, j'ai demandé à ce qu'on regarde de près les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait et qu'on s'interroge sur la manière dont on peut 500 emplois en moins. Je dirais, nos relations avec ce fonds. Mais l'essentiel aujourd'hui, ce sont les sites, ce sont les employés, ce sont les territoires. Vous le savez, il y a une procédure de reprise, elle est en cours. Il y a 2 offres, elles seront examinées par le tribunal. Donc la politique de réindustrialisation, c'est conserver 300 emplois. L'État, les services de Bercy travaillent avec les repreneurs potentiels. Conserver 300 et en détruire 500. Quoi qu'il arrive, on sera évidemment extrêmement sensible au traitement des salariés et du territoire. Parce que vous l'avez dit, c'est un territoire difficile dans lequel les offres de reprise ont tendance parfois à se succéder sans qu'on puisse donner beaucoup d'espoir aux salariés, les premiers concernés. Et donc on va suivre ça de très près. J'ai demandé à Sébastien Martin que ce dossier soit suivi par lui-même directement et il le fera. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen de la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face au risque de blanchiment. La séance est suspendue. Et moi, je termine la prédiction. Voilà. Tac, et voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Sénat. J'espère que ça vous a plu pour ce que vous avez
pu suivre toutes et tous. Bon, bah voilà, hein, c'est révélateur encore une fois des stratégies du macronisme. Hein, notamment tout à l'heure, on a bien vu la stratégie d'abandon de Mayotte. Voilà. Si vous vouliez encore une preuve que le macronisme vous prend pour des cons et vous fait payer pour les pots qu'il a lui-même cassés, eh bien vous en avez un exemple formel. Merci pour ton travail d'éducation populaire. Je ne sais pas si j'irais vraiment à considérer mon travail comme d'éducation populaire. En attendant, je sais que je prends de plus en plus mes marques sur le fait de vulgariser la politique et de la rendre accessible à des personnes qui voudraient comprendre un petit peu comment ça marche. Donc si jamais ça vous a plu YouTube, puisqu'on est encore sur la VOD, on va pas tarder à s'arrêter, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et puis toutes et tous, si vous connaissez des personnes qui ont du mal avec la politique, qui pourraient s'y intéresser mais qui sont à la recherche de clés de compréhension, n'hésitez pas à les rediriger vers ma chaîne Twitch comme YouTube, et là ils pourraient trouver des éléments pour comprendre un petit peu plus le monde politique qui chaque jour semble nous dépasser un peu plus à chaque fois. Voilà. Bref, du coup je vais arrêter là la VOD YouTube puis Twitch, on va pas tarder à arrêter aussi. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures YouTube. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.